en 99, on met la clé sous la porte. Alors, ça a été pour toi un changement, et qu'est-ce que tu as fait après 99? Alors, entre 2000... Alors, on est très honnêtement bien traité. C'est-à-dire que moi, j'ai un bilan de compétences, je suis au chômage, je suis aidé. Les conditions des journalistes, puisque même maquettiste, j'avais une carte de presse, dont j'étais très fier. Je me prenais un peu pour Zola, si vous voulez, mais peu, tout petit peu. Mais le fait d'avoir une carte de presse... Le Hafling, le Zola, le Hafling. Oui, c'est ça, exactement. C'était une fierté pour moi. J'avais la sensation de me dire, je fais partie de... Pas d'une élite, mais au moins de quelqu'un qui est reconnu comme étant capable de... 10 ans dans un métier comme ça, c'est pas rien. Ouais, c'est pas même rien, une aventure complète, c'est un pan de vie quand même, une décennie. Et donc, on est bien servi, bilan de compétences, chôme-du, machin truc. Et donc, moi, je développe un projet de bouquin qui s'appelle Les abécédaires imaginaires, sur lequel, bien évidemment, je compte beaucoup. Et un principe de livre graphique sur lequel j'ai beaucoup investi de temps. L'idée, c'était de demander à des gens connus dans tous les univers différents que je pouvais rencontrer, de me proposer des définitions imaginaires de mots existants dans le dictionnaire. Alors, des mots plus bizarres les uns que les autres. Et ça promettait d'être sympa. Le premier qui m'a répondu oui, c'était Schuiten, François Schuiten. Le deuxième qui m'a répondu non, c'était Claude Nougaro, mais très gentiment, en me disant non, un truc de plus, ça va faire déborder le jazz. Ok, merci mon gars. Et voilà, et puis je me suis dit, on va essayer. Et puis j'ai accumulé tous les auteurs que j'espérais avoir. 30% m'ont répondu oui, 30% m'ont répondu non, 30% m'ont jamais répondu. Dont des gens que je n'imaginais pas ne pas répondre, mais c'est la vie. Et puis j'ai pas trouvé d'éditeur. Donc j'ai remballé ça et je suis retourné au boulot. Donc je suis retourné dans une agence de pub où j'ai vécu 5 ans. Passons. Pas très intéressante. En tout cas créativement pas très intéressante. Et en 2000... Donc j'ai fait ça de 2002 à 2007. Et en 2007, je suis parti dans le patrimoine. Mon épouse travaillant comme scénographe, on faisait des projets intéressants où il y avait une nécessité d'avoir un graphiste. Et donc pendant 7-8 ans, j'ai bossé à fond sur des musées, sur des expositions temporaires, sur les parcours piétonniers. Et ça ralliait ma passion du graphisme et de l'histoire. Parce que c'était des lieux... On a fait le château de Vincennes, enfin bon, on a fait des trucs intéressants. Et en 2016, Black Book édition m'appelle pour potentiellement reprendre la Élite et en faire une nouvelle version étendue. Et donc, troisième occurrence pour lequel la Élite me revient dans le nez. Et donc, je tombe de ma chaise à nouveau, parce que je me dis... Et là, c'est un gros projet. Et donc, on arrivera à un gros projet de 1400, 1500 pages, je suis même incapable de dire. Le gros bébé ici, c'est 550 et des brouettes. Ça, c'est le livre de base. J'y fais de la coordination en tant que chef de projet. Donc, je crée la Bible. À partir de ça, on développe tout, en fait. Un quartier, ce qui s'appelle une terrasse à la Élite, c'était 4 ou 5 pages. Là, c'est 48. Donc, avec 48 pages, tu as à chaque fois un plan détaillé, un itinéraire dans la ville... 2 organisations, une grosse, une petite, une personnalité importante, une moins, et puis un scénario obligatoirement dans chacun des quartiers. Donc on arrive très vite à un gros bébé. Je travaille avec, alors je dis toujours 30 co-auteurs, mais non, c'est 29 co-auteurs plus moi, 15 illustrateurs, donc c'est un énorme boulot, ça me prend 2 ans à peu près, et je fais de la carto, je fais de la cartographie, je fais de la maquette, enfin peu de maquettes, à part une grande maquette en volume, etc. Plein de choses, quoi. Et c'est, au final, pour la 3e fois, là je pense que je suis un peu arrivé au bout, quoique, on verra ce que donne l'avenir, mais c'est vraiment le projet de ma vie, quoi. C'est vraiment, quand tu as fait ce truc-là, avec la responsabilité que tu y as eu, va falloir taper fort pour m'intéresser à quelque chose de plus que ça, quoi. On retrouvera. Ouais, on va peut-être en trouver, je sais pas. Du coup, c'était un financement coopératif, ouais. 1200 participants, 200 000 euros. Il y a eu un engouement immédiat ou ouais. Ça ouais. Moi, c'est l'impression que j'ai eu que tout le monde se jetait dessus, en fait. Ouais, il y avait une attente. Parce que lui a marqué une génération
qui maintenant a un peu de sous, joue pas forcément, mais a envie de replonger dedans, quoi. De lire. Alors espérons qu'il joue. Moi je les fais jouer, tous ceux qui me demandent je les fais jouer. Mais ouais c'est ça, c'est repiquer au truc, un peu la Madeleine de Proust quoi, il y a un peu de ça quand même, faut pas se le cacher. Oui, et puis encore, enfin, ça j'aurai l'occasion de le développer, mais les jeux se succèdent, les gammes échouent, je vais t'en parler un petit peu après. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de gens qui aient gagné leur vie dans le monde du jeu de rôle. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de boîtes énormément de boîtes qui sont créées et qui ont passé leur temps à couler le plus lentement possible. Tu te détrompes, hésite pas à me détromper parce que moi je passe sur du ressenti de joueur de mon côté, mais ce que je vois, c'est des gammes qui se lancent et qui crèvent le plus lentement possible. Quand tu vois des trucs, allez, Croc qui jette Animonde, allez, on a prévu 12 suppléments, on en fait, on s'arrête. Ou alors des jeux où on sort plein de suppléments de races, de pouvoirs magiques, d'artefacts, etc. Mais on n'a pas de scénario. Et je crois que les joueurs étaient vraiment en attente de ce genre de contenu. C'est-à-dire, un monde cohérent, pourri d'histoire. Là-dedans, il y a une idée de scénario à la page. Ouais. C'était la volonté. Et ça marche. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de lire le bouquin en entier pour être allié. On a déjà une idée en tête. Chaque endroit, chaque personnage que vous présentez donne envie de jouer directement. Et ça, finalement, c'est assez rare. Ou alors je connais vraiment rien au jeu de rôle. J'espère pas que ce soit le cas. Mais moi, j'ai pas l'impression, même sur des immenses campagnes. Bon, je t'en ai parlé tout à l'heure, ça c'est une de mes campagnes fétiches. Archipel, c'est une campagne qui a été menée, alors je me trompe peut-être, mais en tout cas, il y a participé énormément Éric Niedan. Il y a une petite liste quand même de gens dedans qui ont participé. C'est une campagne française, c'était fait pour 3-5. Aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt là-dessus, ça se vend comme des petits pains sur les groupes de Facebook. Ça, c'est une tuerie, mais à aucun moment, il y a une description aussi profonde et détaillée de l'univers que ce qu'il y a là-dedans. Donc même les trucs qualitatifs ne vont pas permettre de... Laïli, c'est une ville dans laquelle on peut jouer 40 ans, quoi. Sans problème. Et sans s'ennuyer. Alors, c'est sa force et sa faiblesse. L'investissement pour un MJ est conséquent. C'est-à-dire que si tu veux te baffrer et être crédible par rapport à la masse d'informations qu'il y a, bon, moi j'ai essayé de résumer un peu le principal dans les 60 premières pages que je me suis accordé, qui résument le fonctionnement, comment est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais manger, comment est-ce que je vais travailler, où est-ce que je vais me distraire, qui c'est qui ramasse les poubelles, ce genre de choses. Histoire que les auteurs qui bossent avec moi derrière ont un cadre, une bible, mais qui ne soient pas obligés de gérer ce genre de choses. En se disant, je vais faire un perso, alors il est responsable des bennes à ordures, mais je m'occupe pas de qui les ramasse, c'est juste lui qui fabrique les bennes. Voilà, et puis après, à partir de ça, il peut créer un personnage complètement autonome à son envie. L'important, ce ne sera pas comment ça fonctionne derrière, parce que c'est déjà expliqué au début. Donc ça, c'était ma volonté. Et ma volonté, c'était qu'on aille le plus loin possible dans le détail. La faiblesse de la chose, c'est que du coup, c'est une masse colossale d'informations et que l'investissement pour un MJ... Moi, je dis toujours, si vous voulez commencer à jouer dans la Lilith, vous lisez les 60 premières pages, vous avez une vision globale de la ville, et après, vous prenez un quartier, donc une terrasse, vous bougez pas, vous faites vos 48 pages, vous faites... Les histoires se passent vraiment principalement dans la terrasse, vont se servir des personnages et des lieux qui ont été évoqués dans les 48 pages. Donc vous avez un petit univers autonome. Alors c'est le quartier des artisans, c'est le quartier des marchands, c'est le quartier des pêcheurs, etc. Et puis vous avez votre histoire qui se déroule. Après, si vos joueurs vous questionnent, vous mettez le holà et puis vous dites t'es là depuis 15 jours, tu sais pas. Oui, mais alors, le roi Dieu, quand est-ce qu'on le voit? On ne sait pas. Un jour. C'est un roi et il est Dieu. Voilà, il a autre chose à faire. Et donc, ça permet de débugger un certain nombre de trucs, et je pense que ça rend la chose un peu plus utilisable. C'est comme ça que moi j'ai abordé le truc, hein, terrasse par terrasse. Ouais. C'est vrai que franchement, ça reste pas... Enfin, pour moi, c'est pas un jeu pour MJ débutant. Non, clairement pas. Ça, c'est vraiment à l'usage des gros costauds qui ont envie de se taper le bouquin. Parce que ce genre de bouquin, il faut le lire une fois, une deuxième, mais après une troisième en prenant des notes, hein, comme j'expliquais ce midi. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes, si c'est ce que tu cherches, c'est quand même assez rare. Alors, il y a Ptolus, en version anglophone, qui d'ailleurs... qui vient d'être sorti chez BZO. Qui va être financé en français, ça c'est intéressant.
Mais moi, Ptolus, bon, je l'ai en version DD3.5 en anglais. Pafton aussi, hein. Hein? Pafton aussi, hein, c'est épais. Ah oui, c'est épais, mais moi je trouve pas la réchette de l'Aelith. Alors, ça se trouve, c'est que mon niveau en anglais n'est pas suffisant pour percevoir toute la subtilité de l'écriture anglo-saxonne. Moi, j'ai un tout petit doute dans le sens où quand il y a des pleines pages de monstres décrits, il y a moins de subtilité. Mais oui, ça reste un gros pavé où la vie n'est pas aussi passionnante que l'Aelith, mais voilà, à part celui-là, qui quand même existe. C'est pas ouf les propositions. Les autres, elles sont anciennes, hein. C'est des villes qui existaient dans les années 90 et qui étaient empreintes de leur esprit de l'époque. Toujours quand je présente l'Aelith, j'essaye de dire que c'est... Alors c'est quelque part une utopie, puisque c'est une ville qui est conçue pour être une ville où on peut discuter religion sans se foutre sur la gueule. Donc oui, c'est une utopie déjà à la base. On est déjà dans la belle fiction déjà. Ouais, c'est déjà dans la belle fiction. Et puis j'ai mis des trucs qui me semblaient être... Alors j'avais posé la question à l'éditeur au départ, je lui ai dit mais est-ce qu'on peut mettre de l'actualité là-dedans, des choses qui sont de notre temps? Et donc l'éditeur m'a dit ouais t'es gentil mais bon c'est pas un brûlot politique non plus. Je dis, non c'est pas l'idée mais est-ce qu'on peut... Moi je suis persuadé que en dehors de l'aspect sociabilisation du jeu de rôle, le jeu de rôle peut te permettre de faire passer des idées, de créer des émotions, c'est pas toi qui me diras le contraire, de faire passer des émotions, de faire réfléchir à des choses, à des cas de conscience, à des trucs auxquels tu n'aurais pas forcément pensé. Et le fait de les dématérialiser c'est pas le bon terme, le fait de les faire interpréter par un personnage, te dédouane un petit peu de ce qui arrive, ça t'éloigne de la réalité, et tu peux avoir peut-être des positions plus profondes auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé, ou plus volontaires. Moi j'ai tenu par exemple, alors j'ai fait bien évidemment en tant que chef de projet, j'ai amené quelques idées nouvelles, et dans les idées auxquelles je tiens, j'ai amené un camp de migrants à l'entrée de l'Aelith, parce que c'est bien beau, il y a des milliers et des milliers de gens qui entrent et qui sortent, et jusqu'à présent, t'avais la porte ouverte et tout le monde rentrait, tout le monde sortait. Dans la réalité, c'est ingérable. Va en Angleterre, à partir de Calais, tu vas voir le problème. Donc je me suis dit, voilà, je vais mettre un camp tampon avec des gens qui sont des migrants, qui arrivent, qui veulent rentrer en ville, et qui n'en ont pas la possibilité. Il faut que ça temporise et qu'ils attendent le moment où. Et puis il y a ceux qui essayent de passer par la porte cachée, etc. Il y a toute cette dimension-là de gestion des migrants, qui moi me semblait intéressant, donc on a fait 1 ou 2 scénarios qui parlent de ça. C'est intéressant, c'est ce que j'appelle l'effet District 9, le film. Ah oui, District 9, un film qui est excellent, dans lequel, donc si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. L'idée du décalage de la gestion des réfugiés, le fait de les dénoncer comme étant des sous-races, la déportation qu'on va leur infliger, la misère dans laquelle on les soumet, décalé dans un monde avec des extraterrestres dans lequel c'est des extraterrestres qui subissent ça, donne une vision complètement super intéressante. Super intéressante. Donc ce film, pour moi, est vraiment dans cette représentation-là. On peut faire de la fiction et avoir un petit côté sérieux derrière. D'ailleurs, en tant qu'MJ, moi, je m'en prive pas. Moi, je trouve toujours que de prendre une bande de machos, leur coller des femmes au 19e qui essaient de résoudre quelque chose dans un Cthulhu, c'est très intéressant pour leur remettre les choses, la poudre sous le toit un petit peu. Bon, j'évite régulièrement de jouer avec des gros machos débiles. Ça m'arrive plus vraiment beaucoup, mais en convention, ça arrive, et quand ça arrive, on s'arrange pour remettre les gens un peu à leur place. En tout cas, ça existait vraiment. Il y a une époque, comme on n'était pas nombreux en joueurs, quand il y a quelqu'un qui s'asseyait à sa table, on priait un petit peu pour que ce soit pas un gros bile, ou un bourrin, ou un gros lourd, qui venait saloper la partie. Mais effectivement, ça reste un terrain d'expérimentation sociale. Ouais, c'est ça. Extrêmement intéressant. On n'est pas obligé de se jeter d'un pont pour voir ce que ça fait quand on arrive en bas. Dans le jeu de rôle, d'une certaine façon, on peut pousser le bouchon trop loin. C'est ça. Et moi, c'est vraiment un des moteurs de mon fonctionnement. C'est-à-dire que en tant que MJ Pro, puisque j'essaye de développer cette optique-là, je suis à la retraite maintenant depuis le 1er janvier, donc j'ai du temps. Et je me dis, cette passion que j'ai depuis toujours, je l'ai exercée avec... Parce que entre 2000 et 2016, où m'est arrivée l'Aelith, j'ai quand même continué à jouer. Beaucoup moins intensivement qu'avant, puisqu'avant... J'avais une campagne avec des potes du milieu tous les mardis, et puis j'avais mes jeux du samedi où j'étais maître de jeu ou joueur alternativement.
Là, j'ai perdu mon chemin. Putain. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il y a un plan au milieu, si tu veux. J'ai perdu mon chemin. Ah merde. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, espace de socialisation MJ Pro. Ouais, mais ne me demande pas, je suivais pas, moi. Donc. Ouais, c'est pas grave. Tu suivais, toi? Non, alors punis, vous êtes tous punis. Vous êtes tous pendus. Je reprends. Non, donc t'as une passe ouais. où tu jouais beaucoup moins. Ouais, maintenant que je suis MJ Pro. Maintenant que je suis MJ Pro, alors je tente de développer la chose. C'est pour continuer à éviter de trop grossir sur le canapé en regardant les conneries à la télé. C'est pour m'obliger mon cerveau à continuer à créer et à inventer des histoires, parce que je ne fais jouer. Tu fais payer les gens pour t'éviter Alzheimer, c'est ça l'idée. Je fais payer les gens pour éviter Alzheimer. T'as tout à fait compris. C'est mon plan secret. Non, j'essaye grâce à ça de me bouger, de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, et puis de continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Jouer en famille entre 2000 et 2014, jouer en famille avec des amis, moins intensivement qu'avant, mais quand même. Et j'allais dire un gros mot qui commence par P et qui finit par N, rencontrer du monde, nom de pétain. Hein? Le mot que tu cherches, c'est pétain. Non, je prononce jamais ce mot-là. Je te rappelle que j'ai vécu 10 ans à Vichy, donc voilà. Oui. Et que je m'appelle Jean-Marie, donc c'est bon, l'amalgame. Quand je suis arrivé à Paris, ah, tu t'appelles Jean-Marie, ah, t'as vécu à Vichy, ouais, merci. J'ai eu ma dose. Non, mais fondamentalement, le plaisir, c'est de rencontrer des gens, de raconter des histoires, de faire découvrir le principe du jeu, parce que j'ai deux types de clientèle. J'ai le vieux briscard qui a plus le temps et qui me dit ah, je t'appelle Jean-Marie, alors j'ai vu ton profil, t'es un vieux de la vieille, ouais, merci. Moi, j'ai joué quand j'étais jeune. Ah oui, ouais, non, alors là, oui. Et donc, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que tu me fasses jouer, moi, ma famille, mes copains, parce que j'adorerais, mais j'ai pas le temps d'être MJ, et ça me manque, et donc, voilà, est-ce que tu peux... Alors, je vais me permettre une parenthèse, parce que je sais déjà que dans les commentaires, il y a des gens qui vont réagir, et notamment, dans les groupes que je fréquente sur Facebook, il y a déjà une guerre là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est très clair mon point de vue, et encore une fois, dans cette chaîne, ça concerne que moi, mais moi, je considère que les MJ qui proposent leur service de façon professionnelle ont tout à fait lieu d'être, qu'il y a une demande, et que si ça vous plaît pas, jouez gratos avec vos copains, il n'y a pas de problème, en fait. Je vais te répondre, ou compléter ce que tu dis, en tout cas, pas te répondre. Le deuxième cas de figure, donc j'ai dit vieux briscard, et le deuxième cas de figure, c'est... J'ai entendu parler du jeu de rôle, j'ai vu le film Donjons et Dragons, je trouvais ça super bien. J'adorerais tester, mais je sais pas comment m'y prendre. J'ai vu votre profil parce que vous êtes référencé en haut. Je me suis dit, tiens, je vais regarder. Ah oui, il a de la bouteille, je vais le prendre. La première fois où ça s'est produit pour moi, ça me trottait dans la tête depuis les années 2015 à peu près, justement au moment de la Élite. Je me suis dit, tiens, si ce truc sort là, je serais crédible à dire « je suis co-auteur là-dedans, je connais bien la ville, je peux vous faire jouer ». Et j'avais évoqué ça sur le forum de Black Book. Je m'étais fait copieusement, pas insulté, mais quoique. Chez Casus No, je m'étais fait traiter comme de la meuf. Il est vieux, qu'est-ce qui nous emmerde, tout ça, il est à l'EHPAD, bref. Mais c'est Casus No. Alors qu'il te laisse sortir régulièrement. Salut les gars de Casus No. Donc j'ai appelé les modérateurs, je leur ai dit « mais les mecs... un peu de respect quand même, je demande rien, moi je dis juste que j'existe et que je fais ça. » Et donc ils ont modéré, et puis j'ai retiré mon compte de Casus No. Mais en dehors de ça, je vois passer un post sur le forum de Black Book. Et donc le forum de Black Book, il y a un mec qui dit « voilà, j'ai fait des associations, j'ai téléphoné, j'ai rencontré des gens, personne ne veut me faire jouer, parce que ma fille a 8 ans et que ça les intéresse pas. » J'appelle le mec, je discute avec... Enfin, je donne mon téléphone, il m'appelle, et puis il me dit, voilà, j'ai fait 3 associations. La première, il joue que les jeudis soirs, et de 21h à minuit. Moi, je peux pas faire jouer ma fille à cette heure-là. La deuxième, ils m'ont dit, ah ouais, mais non, mais on a des non, on est en campagne, on fait pas de one-shot, hein, donc... et puis on joue un peu entre nous, quand même. Ok, d'accord. Et la troisième a dit, ah non, les enfants en dessous de 10 ans, même accompagnés, c'est pas possible. Le mec a dit, voilà, moi j'ai un peu de sous de côté, je fais venir quelqu'un, je paye le service, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai démarré réellement. Et ça choquerait personne de payer un mec pour venir faire le clown à l'anniversaire de la gamine, et pourtant c'est le cas. Comme ça choque absolument personne,
personne d'acheter aujourd'hui des ouvrages théoriques de jeux de rôle, expliquant comment être un bon MJ, expliquant comment être un bon joueur, qui valent leur prix, et dans lequel les auteurs gagnent de l'argent, et ça reste être professionnel dans le domaine du jeu de rôle. Quand on fabrique un scénario et qu'on le vend, dans lequel on a pris notre expérience professionnelle pour réécrire le scénario de façon à ce qu'il soit facilement jouable, encore une fois, on a professionnalisé la réalisation d'un scénario. Des scénarios professionnels, les gens en achètent et ça choque personne. Il restait, ce qui serait un peu dommage, c'est d'en arriver aux joueurs professionnels. C'est-à-dire, on est que 2, il nous manque quelqu'un à la table, on va embaucher quelqu'un pour qu'il vienne compléter et faire du roleplay. J'en entends parler. Mais ça pourrait venir. J'en entends parler. Ça pourrait venir. Et moi, encore une fois, ça me choquerait pas tant que tout le monde sait ce qu'il fait et respecte et est d'accord avec ça. Tout va bien, en fait. Tout comme dans une partie de jeu de rôle, tout peut arriver, tout est possible à partir du moment que les maîtres et les joueurs, toute la table, sont d'accord sur l'activité ludique qui a lieu à ce moment-là. Entre adultes consentants, comme je disais tout à l'heure. Adulte ou pas adulte, mais en tout cas, cet espace de convivialité et de sociabilisation qui existe doit permettre à des gens de vivre des trucs incroyables, dans une navette spatiale, au fin fond d'une pyramide d'Égypte, et de faire des trucs ensemble. Le but du jeu, c'est vraiment d'associer des gens et de leur proposer de vivre un machin ensemble, quoi. Et ça, c'est l'essence même du jeu. Et qu'il soit payant, non payant, entre amis, entre inconnus, ça n'a aucune importance. Le principal, enfin, pour moi, ça a guère d'importance. Le principal, c'est qu'il y a un maximum de gens qui aient l'opportunité de tester. Après, vous avez un état d'esprit joueur. Vous avez jamais fait de théâtre, et voilà, vous allez faire un peu d'impro, ça va être sympa. Vous aimez pas les jeux de cartes, mais là, vous allez avoir une petite énigme, tiens, c'est rigolo, je vais essayer de la résoudre. Il y a plein d'opportunités qui font que il y a moyen de trouver du plaisir. Alors, si vous n'êtes pas joueur du tout, moi, c'est rare de trouver des gens qui ressortent, très très rare de retrouver des gens qui sortent en disant ouais, c'est pas mal, quoi. Les gens, ils trouvent tous quelque chose dedans. Oui. Parce que ça a rigolé, parce que j'ai passé une soirée avec mon fils de 15 ans qui me tire la gueule depuis 3 mois, et voilà, je l'ai convaincu de ça et on a vécu un truc ensemble. Si ça devient un lien entre des générations, moi je trouve que c'est vraiment bien aussi. C'est un peu compliqué, je connais pas mal de pères de famille qui ont des enfants et qui sont rôlistes et qui aimeraient transférer la flamme à leurs enfants, mais du coup il y a une espèce de problématique qui se met en place, c'est que c'est systématiquement le père qui devient forcément, ou la mère, attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit, qui deviennent maître de jeu, par raison que c'est pas le gamin de 5 ans qui va faire masteriser la partie avec son père en tant que joueur. Et du coup, la hiérarchie sociale de base qui existe dans la famille n'est pas brisée, et le jeu est pas forcément facile à atteindre. Donc du coup, je connais des gens qui essaient de biaiser soit c'est un des deux parents qui fait jouer, l'autre parent est joueur, ou alors carrément c'est un ami de la famille qui fait jouer et les parents jouent. Pour ça, il y a des jeux qui sont sortis qui sont très très bons, à Donjons et Chatons, tous ces trucs-là, les monstres, enfin j'en ai vu plusieurs. Little Pony, tout ça. C'est pas le genre de jeu auquel je joue, mais je les ai vus passer et je trouve ça super. Même si des fois je suis un petit peu perplexe parce que moi à l'âge de 8 ans je lisais tout seul comme un grand, l'œil noir, et je faisais jouer. Mais bon, les temps changent, il y a des jeux plus adaptés aux enfants, je pense, que ceux auxquels on a joué. Plein. Mais en tout cas, de pouvoir permettre à des parents de jouer avec leurs enfants, avec quelqu'un qui s'occupe de leur plaisir à eux et de leur lien, je trouve ça vraiment intéressant en fait. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Bien. On va fermer la parenthèse l'élite parce qu'il n'y a pas que ça. Et moi j'aimerais qu'on parle du jeu auquel on va jouer ce soir, qui est Capitaine Vaudou. Oui. Et quel est ton lien avec ce jeu ? Ah, c'est un lien qui date d'un bon moment. Pierre Rosenthal travaillait sur son système de simulacre. Alors, il me rectifiera s'il voit la vidéo et si j'ai dit des bêtises. Alors, je ne l'ai pas caché à Jean-Marie, je n'aime pas Simulacre. C'est pas un jeu auquel j'aime jouer. Même si, en toute honnêteté, je connais très bien le système, puisque j'ai l'intégrale de Cassius, il y a eu Sandragon, il y a eu Sandragon, Cyber Edge, Aventure Extraordinaire et Machine Infernale. Et effectivement. Et Capitaine Vaudou. Et Capitaine Vaudou, qui sont des jeux auxquels j'ai tourné autour déjà depuis que je suis gamin, etc. C'est pas que je sais pas à quoi ça ressemble, c'est que c'est pas mon kiff. Néanmoins, passer à côté de ça, c'est quand même assez compliqué dans l'univers du jeu de rôle français. Alors en fait, l'historique rapidement, c'est que Pierre, si je me rappelle bien, avait déjà son système, il avait déjà sorti un petit livret qui présentait son système, sorti dans une BD d'Arnaud, je crois. Et se poser la question d'en faire quelque chose à l'intérieur de Casus pour avoir un système générique qui ne dépende de personne d'autre que de la rédaction ou de Pierre,
qui très rapidement l'a mis en... Comment on appelle ça? En common... Enfin, à disposition de tout le monde, oui. à condition c'est, que... C'est Pierre qui a déposé le mot rôliste aussi. Ouais, c'est Pierre qui a déposé le mot rôliste. Ouais. Qu'il a mis à disposition de la communauté. Voilà, à condition que, dans un cas comme dans l'autre, que ça se simulacre, quoi. Qu'il n'y ait pas de question de pognon, justement. Il veut que ça reste libre, qu'il n'y ait pas... Sans quoi, on peut le remercier, il a tout à fait... Rien à dire, il a fait le job, Pierre, à ce niveau-là, rien à dire. Et il cherchait probablement des univers pour développer la chose. Et on a... Il avait comme ami commun, comme ami, pas commun, mais comme ami Jean-Pierre Pécaud, qui était donc déjà scénariste de BD à l'époque, qui lui a proposé l'adaptation d'un livre de Tim Powers qui s'appelle Sur des mers plus ignorées, dont on retrouve de grandes traces avec la fontaine de jouvence qu'on a sur un des pirates des Caraïbes. Oui, alors c'est le livre qui a été excessivement mal adapté en Pirates des Caraïbes 4. Ouais, c'est pas réussi. J'ai un de mes amis fait des bons comme ça quand il voit l'adaptation. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, mais le bouquin était bien. Ah, le bouquin est génial. Et puis surtout, c'est de là que vient cette idée de faire que le vaudou est la magie du coin. Donc c'est vraiment de la magie. Donc le vaudou qu'on connaît, que ça soit le candomblé ou que ça soit son terria, je crois. Petite inspiration Monkey Island aussi, hein. Oui, il y a un peu de ça aussi. Le vaudou et les pirates. Voilà, on se retrouve avec un truc qui a une réalité dans le monde et qui fonctionne. Et donc c'est la magie du coin. Et donc on se retrouve chez Pécaud avec une table qui tape un peu, puisqu'on a M. Didier Guizrix, rédacteur en chef de Casus, M. Pierre Rosenthal, rédacteur en chef adjoint de Casus, Monsieur Marc Nunes à cette époque-là, il était patron de Cyrose, je crois que ça s'appelait encore Cyrose, avant de s'appeler Asmodée et puis de devenir un gros truc. Et Philippe Mouraille qui bossait avec Croc, avec Marc, et qui sont des fondateurs de Cyrose. Et puis moi, votre serviteur. Et on se retrouve à cette table de tueurs, et on commence à jouer à Capitaine Vaudou, et on adore ça. Et alors moi, je suis tombé dedans, ça m'a emporté complètement à nouveau. Et puis on a fait des campagnes, des scénarios. Moi, c'est le jeu sur lequel j'ai le plus fait de sessions. J'appelle, que ce soit les après-midi ou les soirées, j'appelle ça des sessions. Et pour être honnête, je suis un peu un taré. Et donc, à part 2 ou 3 années où je n'ai pas de stats, j'ai toujours noté les jeux que je faisais. Alors, j'ai pas noté si j'étais MJ ou joueur. Mais par contre, Capitaine Vaudou, j'ai fait 140 sessions sur Capitaine Vaudou. Donc, j'en ai fait pas mal. Et la plupart du temps, des scénarios perso, à moi. Et je l'ai fait découvrir à plein de gens. Et puis, on joue. Moi, je fais très souvent jouer à Capitaine Vaudou. Et puis, en 2017, je crois, juste après le démarrage de la Elite, Black Book... non, en fait... On pense tous les trois que c'est peut-être intéressant, que le moment est peut-être venu de le ressortir dans une version nouvelle, augmentée, etc. Donc on voit ça avec Marc qui est partant pour le faire. Après ça passe chez Fred Henry. Et puis après ça arrive chez Black Book. Et donc on développe le projet avec Jean-Pierre Pécaud, Pierre Rosenthal et moi. Alors moi je suis chef de projet. Jean-Pierre Pécaud est sur l'écriture de l'univers et Pierre Rosenthal est sur l'écriture réadaptée de Simulacre dans une nouvelle version. Et puis voilà, et puis moi j'ai écrit un peu des choses, j'ai écrit 2 scénarios. J'ai écrit 2 scénarios là-dedans, parmi les nombreux que j'avais en stock. Et puis voilà, et puis le jeu est sorti, pareil, crowdfunding, succès. Alors bien évidemment par rapport à l'Elite, c'est un projet beaucoup plus modeste, hein. Il y a un bouquin, il y a un magnifique écran de Mathieu Laufray. L'élu de la couverture, elle est ouf. Ouais, c'est un mec qui s'appelle Hugo Pinson, qui fait beaucoup de couvertures pour Jean-Pierre Pécaud, justement, en CVD. C'est vraiment... ça fait partie des trucs. Hein. On a eu cette petite discussion. Ouais. Celui-ci, il a morflé le café. C'est mon chat. Il boit du café, ton chat? Non, mais il a renversé. Et mon chat est très amoureux de mes jeux, et donc il vient toujours en boire. Mais ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue. Hein, ouais, ça marche bien, ouais. On est très très loin de multimonde, hein, ou des divisions de l'ombre. C'est une discussion que j'ai eue avec toi. T'es pas tout à fait d'accord avec moi, mais ça vaut le coup d'avoir les deux avis. Moi, je suis persuadé que la qualité des illustrations a un rapport direct avec le succès du jeu. Ouais. Parce que dans ma collection, je vois tous les jeux qui ont marché à raison ou à tort, et tous les jeux qui n'ont pas fonctionné à raison ou à tort, et il y a vraiment un clivage
déjà la couverture, auteur de jeu, dites-le vous bien, si la couverture du livre fait pas rêver, vous pouvez oublier direct. Hein. Alors, par rapport à l'élite, je te cache pas que je préfère Capitaine Vaudou. Hein. Moi, la petite 3D comme ça, bon, c'est pas mon kiff. Enfin, l'intérieur est quand même nettement plus sympa que la couverture. No comment. No comment. Mais par contre, voilà, je trouve qu'il y a un rapport direct entre la qualité des illustrations et le succès du jeu. Toulouse, hyper bien illustré, Warhammer, hyper bien illustré, Shadowrun, hyper bien illustré, Donjons et Dragons, hyper bien illustré, Multimonde, 2 triangles et 1 carré sur la couverture, les ventes, pot de balle. Les Divisions de l'ombre, qui mine de rien est un jeu qui est vraiment pas mauvais en soi, il y a quelque chose dedans qui est intéressant, surtout de nos jours où les gens ont bien compris la mécanique des super-héros et des aliens, enfin, il y a vraiment un truc super sympa, c'est regardable, c'est tellement moche, je suis désolé pour les vieux des éditions Flamberge, mais là où vous avez raté le coche, c'est sur les illustrations. C'est vraiment tellement horrible qu'on n'a pas envie de lire, en fait. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que le graphisme, par contre, on est dans des pays latins où le choix de la typo, par exemple, qui est le prérequisite absolu pour tout graphiste, de savoir quel typo je vais mettre avec quel univers, pourquoi je choisis celui-là. Sur telle affiche qui parle de ça, je vais choisir plutôt cette typo-là que cette autre. Ça, c'est vraiment un truc de graphiste, et c'est pas communément partagé par nos habitudes de pays. Ouais, ça, c'est Anthony Jean. C'est une tuerie, ce mec-là. Ouais, il me semble, hein. Ah ouais, il me semble. On est très 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 loin de Mid-Journée. Hein. Et puis tu bosserais avec un mec comme ça. Je sais pas s'il est derrière la vidéo, mais... Ouais, je pense pas qu'il s'intéresserait à ce que je fais moi, mais... C'est hallucinant. Tu lui passes un brief, il t'envoie 3 crobards, tu lui dis « Ouais, je préfère celui-là », il te le développe un peu, puis il dit « Ah, par contre, là, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ci, paf, il retouche le truc, il te l'envoie. Ça marche mieux c'est nickel, il te fait un ancrage, mise en couleur à l'ordo derrière, et allez hop. Et avec une facilité. Le jeu est très beau. Hein. Alors, pour en revenir à ça, le choix de typo... La France entière sont contre fous. Ah, sauf qu'on s'est raté. Les illustrations, par contre, c'est beaucoup plus flagrant. On sent tout de suite si on aime le truc ou si on n'aime pas. Tu vois, ça, je suis pas fan, moi. Oui. Je suis pas fan. Alors, les couvertures, oui. Alors ça, c'est pas la meilleure. La mise en couleur, c'est pas terrible. Là, on est sur un truc que je préfère. Là, c'est un peu mieux, là. Ouais. Parce qu'après, il y a un questionnement qui se fait. Alors, là, il n'y a pas de questionnement qui se fait. Tu vois ça, t'attends pas qu'il se passe quelque chose. Là, tu as une nana qui se trimballe, il y a un mec derrière qui a déjà le fusil sorti, il y a des petits gris-gris, une tête de mort, tout ça, tu te dis tout de suite qu'elle avance, qu'il va se passer un truc dans la forêt. Et donc, toute cette notion, allez, on va être honnête, que je n'ai pas ici, parce que je suis vraiment, mais Pierre était pareil, le crowbar était très convaincant. La mise en couleur est pas ouf. Et datée. Mais à l'époque, ça, c'était très bien. Ouais, il faut aussi voir. Oui. Bah, on était comme à une époque où il n'y avait pas cette pléthore d'images. On n'était pas inondé de toutes ces images, de tous ces visuels qu'on voyait passer sur Internet. Aujourd'hui, un mec qui fait un truc de ouf. T'as 8 millions de personnes qui sont au courant. Puis quand tu vois DeviantArt et tous ces trucs-là, tu vois des mecs qui font des trucs. Encore une fois, utilisés et pompés pour alimenter Mid-Journée. Mid-Journée. Bon, bref, oui, c'était des illustrations qui faisaient le job. Ouais. Bon, on est très très loin de celle de Ségur qui défonce, ou celle de ce supplément qui m'a fait rêver. Je sais plus. Alors celui-là, rien que le nom, Encyclopédie médiévale fantastique volume 1. Je sais que je suis pas le seul. Hein. Je sais qu'il y a des gens ici, elle a fait rêver vraiment beaucoup de monde. Mais par exemple, Warhammer, qui a un style qui était très proche. Et puis très repérable. Très repérable. Qui est typique. Donc, bon, ça, je vais en parler dans la prochaine vidéo qui devra sortir quand j'aurai fini de la tournée. Je vous promets que je suis dessus. N'arrêtez de me taper dessus, s'il vous plaît. Sur les livres dont on est le héros. Donc, forcément, je vais aborder le sujet, puisque Ian Livingstone et Steve Jackson. Donc, qui ont créé le premier livre dont on est le héros commercial reconnu à grand succès, qui est Le Sorcier de la Montagne de Feu, avaient leur... encore à la maison.
Oui, bon, j'en ai 8 exemplaires. Et j'ai Ah, le j'en ai. jeu, si tu veux jouer, j'ai le jeu de plateau aussi. J'ai l'édition collector qui a été rééditée par Folio. Enfin, Ouais. euh, C'est vrai qu'il y a eu- après, il y a eu ça. j'ai même la première édition non hors collection de chez Gallimard, la version brune. Voilà. Je suis un petit peu un fanat de ça. Et effectivement, c'était leur équipe de designers, de dessinateurs qu'ils avaient pour Game Workshop, Ouais. qui a donc donné tout le ton. Warhammer, Blood Bowl, Ouais. toutes ces illustrations-là dans le style un peu cradingue. Ouais, un peu Norgueul. Que je kiffe profondément. Mais effectivement, contrairement à maintenant où les styles graphiques sont quand même un petit peu lissés, on trouve un petit peu tout le temps le même c'est genre. Et ben Il y a un peu de ça, ouais. entre un Ségur, Entre un Ségur et puis un Bellamy. ouais. Alors on n'a pas forcément, Et puis un Gizrix. avec tout le respect que je dois, on n'a pas forcément perdu au change non plus. Hein, faut pas. Celui-ci, c'est pas la couverture de Cassius que je me relève la nuit pour admirer. C'est sûr. C'est pas Ah ouais, ouf, c'est quoi. sûr. Mais voilà, ces illustrations, elles ont une importance fondamentale Ouais. dans l'appréciation qu'on a d'un jeu. Florence Magnin. Ouais. Quand d'un seul coup tu vas arriver du Florence Magnin, En tant quel que, univers, quoi. Quel univers. en tant que metteur en page, t'as eu une bonne relation avec ces illustrateurs-là? 90% oui. 90%. Alors après, bon, tiens, on parlait d'héraldique tout à l'heure. Tu vois. Alors, séparé en 4, c'est comment? Non, je fais pas. Oui, On se on a posait la question de savoir comment on disait séparé en 4. Voilà, Héraldique, et parce que il n'arrivera pas à dormir Non, si le... ouais, je le retrouverai. Je vais me laisser de côté. Bon, Pousse-toi, le chef. on s'égare. Captain Vaudou. On s'égare. Donc, Non, très non, bien on s'égare. illustré. On s'égare. Est-ce que j'ai eu des bonnes relations? Oui. Au global, j'ai toujours eu des bonnes relations avec tout le monde, sauf que à la rédaction de Casus, il fallait un mec qui tienne la boutique, puisque c'était lui qui posait la moquette sur le chantier. C'était le dernier qui envoyait des films à l'imprimeur, puisqu'à cette époque-là, on envoyait encore des films à l'imprimeur. Donc On il n'avait fallait pas de... vérifier Alors, on n'avait pas de computer to plate. Ouais, on n'avait pas de direct to plate, ça n'existait pas, donc je vérifiais des films, je regardais que tout allait bien et je les envoyais à l'imprimeur. Et donc c'était forcément moi qui terminais le dernier, et il m'est arrivé sur certains numéros de finir à 3h ou 4h du matin parce que les mecs avaient rendu en retard, que ça foutait le bordel, etc. Et c'était une source de stress très conséquente pour moi, qui aime le travail bien fait, le mieux fait possible, et donc je reportais ce stress sur ceux qui me l'avaient provoqué. Et malheureusement, je thématisais ça par une liste noire que j'avais mis derrière mon bureau et sur lequel je mettais les noms de ceux avec qui je voulais plus qu'on travaille. Ça m'a Alors. beaucoup fait rire sur ton interview qu'on trouve sur internet. Ouais. C'est quand il paraît que tu avais une liste noire des gens à qui tu voulais plus bosser et que tu réponds, on me dit est-ce que c'était vrai, et tu réponds oui. Ouais, qu'est-ce que je te dis? Alors on y est tous. Alors, avec le recul, tu te dis, mais connard, mais pour qui tu te prends? Mais parce qu'à cette époque-là, c'est du matérialisme dialectique, c'est que la fonction crée l'organe, et puis bah, j'avais besoin de ça pour faire comprendre aux gens que s'ils rendaient pas à l'heure, c'était un problème pour le magazine, et c'était pas un problème que pour moi, c'était un problème pour le magazine. J'ai fait tous les numéros et les hors-séries de Casus entre 89 et 99, il y en a un seul qui est sorti en retard, et je ne dirai pas le nom de l'illustrateur. Donc forcément, c'était une source de stress pour moi, parce que je me disais, ça va planter si ça loupe les délais. J'avais une responsabilité par rapport aux étages du dessus aussi, parce que il y avait un chef de fabrication, il y avait 15 magazines dans le groupe, hein, donc je pouvais pas jouer au con. Et donc j'avais cette tendance à être le pitbull de service. Et malheureusement à l'époque, ça allait bien, ça me plaisait un peu d'être le méchant. Bon, j'espère que j'ai progressé et que je le suis plus autant, mais on continue à me ressortir l'anecdote, et à chaque fois je réponds oui, j'avais une liste noire. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Ça, J'avais 30 balais, j'en voulais, etc. Bref, voilà. Capitaine Vaudou, qu'est-ce que tu veux que je te raconte de plus sur Capitaine Vaudou, est-ce qu'on va passer un bon moment ce soir avec? Non. Non, Je serai toi, je resterai chez toi. Mais je suis chez moi avec ici. une pizza. Non, bah tu restes ici. Avec une pizza, un coca. Non, on n'a dit pas le coca. Hein, ça fait. Ah bah non, parce que ça coûte trop cher les MJ Pro. Euh, C'est une fierté oui. pour toi, Captain Vaudou, quand même? Alors ça va être un bon moment parce que c'est l'esprit des films avec Johnny Depp, quoi. Enfin, en tout cas le premier, parce que le premier est vraiment bien. Donc on est sur un univers haut en couleur, très très inspiré d'historique. Donc on a vraiment des anecdotes historiques de choses qui se sont passées. On s'appuie sur la réalité de la Tortue, de la Jamaïque, de Cuba à l'époque.
Et puis les faits historiques qu'on connaît, puisque ça a été très, très documenté. On a des vrais bouquins de scribes de l'époque qui ont vécu l'aventure des pirates, qui étaient sur les bateaux et qui racontent comment ça se passait. C'est comme ça qu'on sait ce qu'est une chasse-partie, comment elle est constituée, quelle est la répartition des gains entre les différents membres d'équipage, etc., etc. Tout ça est très documenté. Et donc à partir de cette somme-là, bah, on s'amuse un petit peu, on dévie un peu, on crée des événements qui sont à côté de la réalité, et ça rend le jeu... Moi je trouve que c'est un jeu très festif en fait. C'est un jeu qui passe très bien avec les potes, parce que il y a un peu de déconne, il y a un peu de... C'est pas de la prise au sérieux. Et puis le fait qu'on soit sur le vaudou, déjà de base c'est exotique, parce que les termes sont pas connus. Alors si, on connaît les zombies, on connaît les poupées à chiffon avec les épingles, mais en dehors de ça, c'est plein d'autres choses, le vaudou, et c'est toute une mythologie ben voilà, qu'on peut développer avec ce jeu, et qui a un vrai ressort narratif et scénaristique. On s'en sert vraiment comme un instrument d'interaction avec les joueurs, et ça rend le jeu... exotique, faut pas le cacher, mais dynamique aussi grâce à ça. Très bien. T'ai-je répondu? Oui. Seras-tu là ce soir? Oui. Tu seras tout seul? Non. Alors ça va. Pas moins de 3 joueurs, pas plus de 6. Et effectivement. Non, ça va être un bon moment. Bah écoute, voilà, on va passer une dernière question. Dieu est mort, oui. Non, parce que ça fait un petit moment qu'on tourne. On va dire des bêtises. Est-ce que tu conseilles donc aux gens qui nous regardent de s'abonner à ma chaîne? Oh, voilà une question inattendue. La bonne réponse c'est oui. Dites oui, dites oui. Ça m'arrange. Alors oui, bien sûr. Le Père Noël, non, Jean-Marie Noël, pour boucler. Bien sûr. Mais plus sérieusement, abonnez-vous. Vous savez que c'est le nerf de la guerre sur Google. Voilà, j'essaie de faire ça pour faire un peu plaisir à tout le monde, mais abonnez-vous juste pour que j'existe sur YouTube et que du coup, ça continue cette histoire. Et je suis abonné. Il est abonné. Preuve de qualité. Voilà. Oui, de tout ce que tu m'as raconté, il y a quelque chose qui te rend fier, quelque chose que tu regrettes, quelque chose que tu aurais aimé différemment, ou encore un petit quelque chose qui te manquerait pour partir la conscience tranquille, je sais pas. Au niveau du jeu de rôle, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant tout de suite? Il y en a des choses. Je parle beaucoup, c'est connu, tout le monde me le dit, bah, je parle beaucoup. Ce que je regrette, c'est la liste noire, clairement. Ça, par exemple, pour moi, c'est une faute. Tu traites pas les gens comme ça. Bon, c'était l'époque, c'était comme ça. Ça m'a formé une espèce de notoriété à laquelle je tenais pas. Je préfère celle que j'essaye de développer maintenant, qui me semble meilleure. Ça, c'est mon regret. J'ai pas loupé grand-chose vraiment en jeu. J'ai joué avec plein de gens, avec passion avec plein de gens qui sont devenus des amis. On a évoqué principalement Pierre Rosenthal et Didier Guizrix. Faut pas oublier Agnès Pernel, qui était la correctrice ou la relectrice ou la secrétaire de rédaction du magazine, et une femme à qui on doit toute la qualité littéraire de la élite d'abord, parce qu'elle a bossé avec nous, mais de Casus. C'est-à-dire que c'est un pilier fondamental de la rédaction, et si elle n'avait pas été là avec sa rigueur et la qualité de sa grammaire, de son vocabulaire, puis l'intelligence qu'elle avait, parce que c'est une joueuse, donc elle vient... moi je relisais tout systématiquement, parce que je n'imaginais pas que Casus sorte sans que je l'ai lu. Et comme je n'avais pas le temps de le lire souvent entre les numéros, donc tout ce que je maquettais, je le lisais. Ce qui me permettait de trouver aussi des petits bugs ou des petites coquilles ou des trucs que je soumettais à Agnès. Quand j'avais raison, elle était contente. Quand j'avais tort, elle me saquait la gueule parce que je le méritais bien. Donc tu étais dans la liste noire de d'autres personnes. Non, surtout peut-être. Et vraiment, elle a été vraiment fondamentale pour Casus. Et donc oui, j'ai joué avec des dizaines et des dizaines de gens qui sont devenus des amis, que je revois toujours. Ma campagne La Élite, on était 12. Je continue à en voir 10 sur 12. Voilà, c'est ce lien social qui fondamentalement... pour moi, est presque plus important que le jeu. Passer des moments avec les gens, alors c'est autour du jeu, c'est bien, mais passer des moments avec les gens et échanger, pour moi, c'est vraiment le truc qui me relie à tout ça, quoi. Moi, c'est sur ça que je vais conclure, c'est que le jeu de rôle, ça crée des souvenirs qui sont presque aussi vrais que si on les avait vécus, parce qu'on les a vécus, en fait.
Il y a, dans un des Casus Belli, je vais chercher, il y a une petite BD sur comment ça se passe ce jeu de rôle, dans lequel il y a une petite vignette qui est très très drôle, parce qu'il y a un gars qui est dans la rue et qui passe devant une petite vieille, il fait « Et c'est là qu'on est sorti de l'auberge et qu'on a égorgé la petite vieille » et elle se demande ce qui se passe, parce qu'on est dans l'époque où personne ne connaissait le jeu de rôle. Et du coup, la vieille est paniquée parce que justement, ils ont l'air de parler d'un truc qui s'est vraiment passé. Et c'est vrai. Au final, ce qu'on conclut, c'est que tout ce qu'on a vécu, tout ce qui s'est passé dans ces parties de jeu de rôle-là, c'est vrai. C'est quelque chose qui a existé, c'est des souvenirs. Et ça tu as raison, ça a une vraie réalité, c'est-à-dire que ce qui nous a reliés sur une campagne sur des scénarios de hurlement auxquels j'ai beaucoup joué, j'ai jamais maîtrisé mais j'ai beaucoup joué, que ça soit sur des campagnes de la Elite ou de Shadowrun qu'on évoquait tout à l'heure, tout ça c'est des moments, moi je me souviens avoir contribué à l'explosion complète d'un stade avec 25 000 personnes. Quand tu as vécu ça en tant que joueur, ça te reste en tête parce que tu te dis ce jour-là je n'ai pas été bon. Voilà. Et voilà, c'est un truc qui nous est resté. On s'est dit, et quand on en reparle encore, puisque c'est bien connu, les joueurs et les maîtres de jeu parlent beaucoup, surtout moi, et se racontent des trucs de leurs aventures et des moments forts qu'ils ont vécus. Bah moi, le souvenir d'avoir fait exploser un stade parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, bon, ça arrive pas tous les jours, quoi. Ouais, je sais. Je te raconte un petit peu mes aventures aussi. Je les raconterai à fur et à mesure, mais il y a des souvenirs qui se créent qui sont au fer rouge dans nos et puis qui te relient à ceux qui les ont vécus aussi. Alors ils n'ont pas vécu exactement de la même manière, mais c'est un lien social et c'est ce dont on a besoin après avoir passé le Covid et avant que la fin du monde arrive, si tu veux. Exactement, à 17h12 si tout se passe bien. Merci pour ton travail. C'est un plaisir. Je sais pas si je suis à ma place quand je te remercie, mais je pense que si personne ne le fait, c'est un peu dommage. Merci pour ces années de Casus Belli auxquelles tu as contribué si fortement. Merci pour la Hélice, merci pour Capitaine Vaudou, pour tout ce que tu as fait à côté, et pour la partie de ce soir que je manquerai pas de raconter à l'occasion. Merci, merci, merci. Merci à toi.